Hello à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma consacré à Marty Suprême de Geoff Safdie. Allô ? Bonjour, c'est Marty Mauser, je suis dans la suite royale. Je vous ai vu à la réception hier. D'accord. En fait, j'ai encore jamais parlé à une star de cinéma, mais moi aussi je suis hyper connu. Ah bon ? Ouais, vous me croyez pas ? Je... Vous quoi ? Quoi ? Vous avez le journal sous les yeux ? C'est vous ? Eh oui, la photo est pas mal. Marty Mauser, 23 ans, aspire à devenir le meilleur athlète sur la scène mondiale du tennis de table. Le sport est sous-représenté aux États-Unis, ce qui rend difficile le financement de ses compétitions à l'étranger. Et avant toute chose, comme d'habitude, petit tour de table avec vos avis a priori avant de voir le film, avant d'avoir vu le film. Snéha, tu veux commencer ? Ouais. Moi, j'avais peur d'être déçue parce qu'il y a eu une promo énorme. Moi, je m'attendais à une énorme dinguerie. Moi aussi, énorme dinguerie pour moi du fait d'une bonne promo. Et moi, je m'attendais à un super film. C'était mon attente numéro 1 de l'année, je pense, parce que j'adore les frères Safdie. Et on verra si le film qui a cristallisé des grosses attentes de notre part a été à la hauteur. Et avant toute chose, le quiz avec 2 petites questions. La première question, c'est comment Geoff Safdie a eu l'idée de faire le film Marty Suprême ? C'est une adaptation. Il a rencontré le joueur ? Non. Il était passionné par ce joueur ? Non. Enfin, il a été passionné, mais il le connaissait pas avant. Il a joué au ping-pong un jour. Non, c'est pas ça. Ça vient pas du ping-pong. C'est grâce au tennis ? Non, c'est pas ça. Ça vient de... Il a lu le livre, vu un documentaire ? Ouais, donc c'est ça, c'est quasi ça. En vrai, je vais quasi te donner le point. Il a lu le livre autobiographique du personnage, mais il y a un peu plus. Il y a un dernier élément qui manque pour la réponse. Et ils ont un point en commun. Non, c'est pas ça. Il a lu le livre et le mec lui a écrit ? Non, c'est pas ça. Ça vient Il lui a fait une proposition. Non. Alors, c'est un peu dans son entourage. Il y a quelque chose. Ah, et Timothée Chalamet a voulu... Non. Son frère qui est fan de ping-pong ? Non. Son père ? Non. C'est dans sa famille ? Oui, c'est sa femme. Voilà, je vous dis, c'est sa femme. Il y a quelque chose qui a fait qu'il a voulu faire le film juste autour du livre. C'est la petite fille du joueur ? Non. Mais c'est lié au livre. Hein. C'est vraiment une petite anecdote autour du livre. Sa femme, elle s'est... Elle s'est fait dédicacer le livre ? Non. Ou c'est elle qui a acheté le livre. C'était pour elle, pour qu'elle le lise elle. elle. Le point, c'est ça. Ça se fait pas. Non, mais je vous donnerai un demi chacun. En vrai, vous aviez chacun une partie. Oui, en fait, donc du coup, l'anecdote derrière ça, c'est que sa femme, elle avait acheté le livre dans une brocante au hasard, comme ça, complet. Et en fait, au moment de le jeter, il avait dormi sur une étagère. C'est Geoff Safdie qui est retombé dessus par hasard, qui s'est dit vas-y, je vais le lire, et qui en fait a adoré le livre. Et du coup, derrière, s'est dit je pourrais faire un projet autour de ça. Donc, c'est voilà. fou, en vrai. Et donc, mais en fait, c'est un pur hasard de sa femme qui avait acheté le livre il y a longtemps et qui avait dormi dans leur bibliothèque pendant des années. Et c'est après le tournage d'Uncut James où il s'est dit un peu de lecture et il est tombé là-dessus. C'est incroyable. Vive les brocantes. Ouais, sachant qu'il travaille avec son épouse. Hein. Son épouse est productrice sur les films et tout, donc c'est aussi... Alors, deuxième question. Il y a une particularité avec 2 acteurs du film. Celui qui joue Koto Endo et celui qui joue Rockwell. C'est la même particularité pour les 2, mais laquelle ? C'est pas des vrais acteurs. C'est pas ça, mais oui, en effet, c'est pas des vrais acteurs. C'est des vrais joueurs de ping-pong. Non, enfin... T'y es, mais c'est pas tous les 2 des vrais joueurs de ping-pong. Mais non, il y en a un qui est financier pendant la vraie vie. Et l'autre, il est vraiment joueur de ping-pong. Un oui. point pour Sné. Ouais, c'est ça. Ils jouent En fait, ils jouent leur vraie vie. Ouais, pardon, je l'ai pas dit. C'est le milliardaire dans le film, Rockwell. Okay, c'est lui qui fait les stylos. Donc oui, c'est ça. En fait, dans la vraie vie, ils jouent quasiment eux parce que du coup, l'acteur qui joue Koto Endo est un vrai joueur de tennis professionnel qui est sourd et qui a notamment gagné les Jeux Deaflympics apparemment au ping-pong, donc pour les personnes qui sont sourdes. Et Kevin O'Leary qui joue Rockwell est un vrai milliardaire et qui fait notamment la version américaine de Qui veut être mon associé. Putain, bien lien. Ouais, non mais c'est fou parce que on peut se dire qu'Koto Endo il a un rôle secondaire où il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du ping-pong. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mais ça je pense que vous l'aviez tous, donc c'est pour ça que je n'ai pas posé la question, ils avaient proposé à Alexis Lebrun, l'un des 2 frères Lebrun, un rôle dans le film.
pour jouer un rôle de joueur de ping-pong. Mais Kevin O'Leary, c'est assez ouf parce que c'est un mec qui est pas du tout acteur et il lui a donné un personnage secondaire qui est hyper important dans le film. Il joue bien en plus. Hein. Et il joue bien, ouais. Mais il a refusé, le frère Lebrun. Ouais, il a refusé, ouais, parce qu'il préparait un grand chelem. Et bah voilà pour le quiz avec les 2 petites anecdotes. Et donc maintenant, on va passer à notre avis et à la grande question de est-ce que Marty Suprême est à la hauteur de sa promotion gargantuesque et de nos attentes folles. Et donc c'est moi qui vais commencer par répondre à cette question. Donc pour ma part, c'est un grand oui. J'ai vraiment adoré Marty Suprême. J'ai passé un excellent moment. Donc je vais expliquer un petit peu mes avis de manière un peu globale, sachant que j'ai vu le film 2 fois, notamment avec Sné, parce que sans spoiler son avis, on a eu envie de le voir une 2e fois tous les deux. Donc on y est retourné. Waouh, je savais pas ça. Et oui. Et donc, au premier visionnage, ce que j'ai eu et qui a fait que j'ai vraiment adoré, c'est que pour moi, c'était un film des frères Safdie en pleine veine. Et j'ai adoré tous leurs précédents films, je ne l'ai pas dit, mais donc j'ai adoré Uncut James, j'ai adoré Good Times. Et pour moi, on est en pleine là-dedans, c'est-à-dire un film hyper bien réalisé, genre vraiment avec une virtuosité dans le scénario, dans la manière dont c'est amené, les péripéties les unes après les autres. Et avec un personnage à chaque fois détestable, qui a des ambitions, mais qui en même temps est voué à l'échec. Et là-dessus, dans ce film-là, le personnage de Marty Mauser, j'ai vraiment adoré parce que pour moi, c'est l'un des personnages des frères Safdie les mieux faits. C'est-à-dire que c'est vraiment un petit con arrogant, détestable, mais en même temps, il a ce côté genre fascinant de ce gars qui tout le temps pense à un plan alternatif, etc., qui pense à autre chose. Et au-delà donc dans les films des frères Safdie, c'est souvent des films où les personnages échouent fatalement. Et ce que j'adore avec Marty Mauser, c'est que c'est quelqu'un qui c'est pas qu'il échoue fatalement, c'est qu'il a le succès à chaque fois dans la paume de sa main. Et au moment où il va serrer, le succès lui file entre les doigts. Et notamment, le film n'est pas sur le ping-pong, ça c'est un truc qu'il faut dire. Mais par contre, le ping-pong, pour moi, il a une place symbolique dans le film. C'est que c'est vraiment... Ce mec, c'est un génie du ping-pong, c'est quand même un joueur excellent. Sauf que au moment, donc ça c'est le succès qui est dans la paume de sa main, c'est-à-dire que c'est un joueur excellent de génie qui va avoir sa consécration. Et la manière dont ça file, c'est que déjà le ping-pong est un sport qui n'est pas considéré aux États-Unis. Donc en fait, il pense qu'il va avoir un statut, mais en fait le mec est brillant dans un sport dont tout le monde se fout. Et 2, en plus, et c'est là où je trouve que le film est génial, c'est que il arrive au moment où il va avoir son heure de gloire. Le ping-pong change de visage puisqu'on rentre dans l'ère moderne avec les raquettes qui changent et donc en fait il sera plus jamais champion de ping-pong. Et surtout avec les Japonais qui arrivent. Oui, parce mais c'est parce qu'ils apportent un nouveau style de jeu avec un nouveau type de raquette que tous les autres joueurs après ont adopté. Ouais. Et il y a les Japonais qui arrivent tout simplement. Ouais, bien sûr, oui aussi. Et donc, parce qu'avant, il y avait dans aucun tournoi international. Ouais. On comprend que dans aucun tournoi international, il y avait aucun Japonais. Il y avait interdiction de voyager à cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tu m'étonnes qu'il était numéro 1 mondial. Enfin, voilà. Il n'était pas numéro 1 mondial, mais tu m'étonnes que. Et donc ça, j'adore en fait. Et pour moi, c'est là toute la symbolique du film et toutes les péripéties viennent dans cette dynamique-là. C'est vraiment à chaque fois quelqu'un qui a le succès entre ses mains et soit parce que lui se sabote, soit les autres, soit la vie, même parfois c'est juste la malchance, ça va lui filer et tout le scénario comme ça nous amène dans une fuite en avant de à chaque fois lui qui court après les succès, qui se fait soit humilier, soit redescendre, soit aussi qui redescend en humilité et donc j'ai vraiment beaucoup, à mon premier visionnage c'est vraiment ça qui m'est resté et j'ai vraiment adoré tout le rythme, toute la réalisation, toute la musique qu'il y avait autour de ça. Et la fin aussi, je l'adore parce que justement, elle symbolise tout ça. C'est que on reste dans la tradition des Safdie, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir un grand succès. Les personnages, ils sont sujets à la fatalité. Mais par contre, j'adore qu'il lui donne un chant du cygne qui est stylé. Enfin, j'adore. Je vais pas spoiler la fin, mais je trouve que c'est un chant du cygne que j'ai trouvé vraiment magnifique. Son chant du cygne autour du ping-pong. Et du coup, je vais juste finir sur mon deuxième visionnage qui m'a apporté quelque chose. C'est que du coup, je vous ai dit, j'ai trouvé le personnage détestable. Vraiment, il est exécrable. Il est exécrable avec les femmes, avec son entourage, etc. Mais en fait, entre le premier et le deuxième visionnage, ce que j'arrivais pas à m'expliquer, c'est que j'avais quand même de l'affection pour lui. Et genre, je m'étais attaché à lui. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que pourtant, il est vraiment atroce et j'arrivais pas à m'expliquer. Et donc, le deuxième visionnage, je m'étais vraiment dit, j'aimerais bien quand même déconstruire ça ou comprendre. Et en fait, j'ai vraiment compris ça au deuxième visionnage, c'est que Marty Mauser, en fait, c'est un juif américain dans les années 50, donc c'est quelqu'un qui est un enfant d'immigrés,
des immigrés qui sont pas anodins parce que c'est des gens qui ont fui l'Holocauste, qui viennent des classes populaires. Et en fait, ça m'a donné une autre visage du film qui est vraiment, c'est une revanche sociale. C'est un mec qui essaye d'atteindre les hautes sphères par tous les moyens possible et imaginable, même s'il doit écraser les autres de sa classe sociale, etc. Parce qu'en fait, il est animé par ce truc de revanche sociale. C'est un enfant d'immigré qui veut y arriver. Et là, c'est là où j'ai compris à quel point je m'identifiais. C'est que ce sentiment-là, moi, dans ma vie, sans raconter ma vie, je l'ai pu le connaître à une époque plus adolescente, quand même. Lui, il a quand même 23 ans, il faut grandir un petit peu. Mais donc, du coup, ça m'a pas fait pardonner ses actes, mais je les comprenais mieux avec ce regard-là. Et du coup, je me suis dit, mais toute la relation qu'il a avec le personnage de Gwyneth Paltrow, avec Rockwell, qui est un milliardaire, qui veut pas seulement l'utiliser, qui veut aussi l'humilier. Là, je me suis dit, il y a un propos sur ce côté-là, revanche sociale, qui m'a fasciné. Et donc, le deuxième visionnage a vraiment mis le deuxième coup de boutoir qui a fait que j'ai vraiment adoré ce film. Voilà, pardon, j'ai été dithyrambique. Je vous laisse la main pour nuancer ou continuer sur les bons avis. Alors, moi déjà, je trouve ça hyper cool de t'entendre parler du film. Je trouve que t'as vraiment que t'as fait une belle critique et moi j'ai été plutôt d'accord avec toi sur la plupart des choses que t'as aperçues du film. Je rajouterais que moi j'aime beaucoup l'univers des frères Safdie et que j'ai été hyper contente de les retrouver, de le retrouver parce qu'il est seul cette fois, mais en tout cas je trouve qu'il a gardé pas mal de choses de ses précédents films, je dirais notamment le rythme. Ça c'est un des trucs qui est assez marquant dans les films des frères Safdie, mais t'as un peu l'impression de courir dans un truc haletant pendant 2h30, 3h. Il n'y a jamais une scène où t'as le temps de t'ennuyer. C'est un rebondissement d'action perpétuel, mais je trouve sans qu'il y en ait trop. Voilà, ça a pu être une critique, mais moi personnellement, j'ai pas eu l'impression d'être dépassée par l'action. Et ce que j'ai adoré dans le film aussi, c'est la bande originale. Alors il y a pas mal de musique qui existait avant le film, mais il y a toute une autre partie qui a été aussi créée pour le film et que je trouve qui rajoute vraiment quelque chose au film et qui moi m'est resté encore beaucoup aujourd'hui, que j'écoute encore beaucoup. Et j'aime bien l'histoire de ce personnage. J'aime bien comment il filme la communauté juive aussi de New York, avec cette espèce d'amour-haine permanent et ces personnages qui sont toujours un peu hautes en couleur, avec une forme de communauté, de famille aussi qui je trouve est assez... c'est assez cool de les voir interagir entre eux. J'aime beaucoup sa relation avec Rachel parce que je trouve que c'est quand même souvent pour elle qui s'auto-sabote, que même malgré toute son ambition et toute sa volonté de réussir, en fait quand elle est dans la merde, il finit toujours par la choisir malgré tout, et que c'est quand même aussi une des raisons pour lesquelles à la fin ça va pas bien se passer, ou ça va pas se passer comme il voulait. Et donc voilà, il m'en reste quelque chose. Quand j'y repense avec beaucoup d'émotion et voilà, c'est un film qui m'a marqué. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. J'ai adoré le rythme de ce film et pour essayer de pas trop répéter ce que vous venez de dire, moi j'ai eu peut-être 2 déceptions. La première, je pense que la promo m'a un peu trop bombardée sur le fait que ça allait être un film de ping-pong. Et ça m'aurait peut-être intéressé justement de le revoir pour avoir une deuxième lecture comme vous. Parce que je pense que je suis beaucoup restée pendant ce film sur quand est-ce que je vais voir du ping-pong en fait. Je m'attendais, je pense, à avoir un peu... avoir le ping-pong comme on voit le tennis dans Challenger, quoi. Et donc je pense que cette attente créait chez moi une petite déception que j'aurais pas eu si je m'attendais pas si j'avais pas eu cette attente. Et après j'aurais juste aimé discuter avec vous de la dernière scène, mais donc c'est un spoil, donc on peut peut-être le faire à la fin si vous préférez. Quant à moi, j'ai malheureusement été trompé par moi-même, parce qu'en fait je m'attendais à une énorme dinguerie, je m'attendais à adorer le film et je l'ai pas, je pense que je l'avais mis trop, je sais pas pourquoi, j'essaierai de plus le refaire, mais je m'étais tellement dit que j'allais adorer que vu que je l'ai pas adoré à ce point-là, du coup j'ai été déçu. Mais pas déçu du film. Je pensais que t'avais adoré, moi. Mais non, mais j'ai bien aimé, mais j'ai pas
adoré comme un de mes... J'attendais à ce que ça devienne un de mes films dans mon panthéon des films, tu vois. Et finalement, ça l'est pas devenu parce que aussi, je pense que c'est un film, comme vous disiez, qui ressemble beaucoup, qui a un style en mode des frères Safdie et Ben Safdie, qui ressemble Safdie, ouais, Josh Safdie, mais du coup qui est un film de ce genre-là. Et comme les précédents, j'aime vraiment bien, mais ça me transcende pas. Moi, j'aime bien quand les films, ça va faire monter la sauce un peu des émotions, et qu'à un moment, tu vas avoir une explosion d'émotions. Et c'est pas ça, ces films-là. Ces films-là, c'est plutôt un rush constant, une course-poursuite, une fuite en avant tout le temps. Et en fait, du coup, tout ce qu'on voit, tout ce que j'adore, mais il me manque vraiment le truc de cascade d'émotions à la fin, ou pas à la fin, mais je pense que c'est ça, moi, les films que j'adore, c'est un débordement d'émotions que là, j'ai pas eu, mais du coup, je m'en veux de m'être attendu à ça. Mais après, concrètement, j'ai vraiment tout aimé, j'ai juste pas eu ce que je voulais, en fait. C'était assez égoïste de ma part, mais j'avais l'impression que du coup je m'attendais tellement à un nouveau meilleur film que je l'ai pas eu. Du coup, j'étais déçu. Et du coup, moi j'ai une question par rapport à ça, mais pareil, c'est un spoil un peu sur la fin. Bon, vous voulez qu'on rentre dans une partie alerte spoiler ? Ouais, moi je voulais juste dire un truc avant l'alerte spoiler, c'est que j'ai trouvé ça hyper intéressant, Walid, ce que tu dis sur sa revanche de classe. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'avais pas eu vraiment cette lecture. En fait, justement, moi, je voulais excuser son caractère exécrable en me disant qu'il faisait tout ça au nom de sa passion. Et du coup, c'est de là aussi le fait que le ping-pong m'a beaucoup manqué. C'est que je me disais que pour comprendre sa passion, j'avais besoin de le voir jouer. Ouais. Et j'avais besoin de plus ressentir ça. Alors que ce que tu dis donne, je trouve, une lecture peut-être un peu plus large. Et donc voilà, c'est tout. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je comprends pourquoi tu avais plus besoin de ping-pong. Ouais, parce que je me disais, j'accepte, moi, ma passion passe avant tout. Mais dans ce cas-là, genre, j'ai besoin de l'avoir incarnée. Et là, je la voyais pas vraiment. Ouais. Mais je suis d'accord. Hein. Mais moi, en fait, c'est juste que je me disais... j'avais le même truc que toi aussi, hein, de me dire mais en fait je le vois pas comme un passionné de ping-pong, mais vraiment comme quelqu'un qui cherche à avoir un statut. Et c'est pour ça que d'ailleurs quand il parle de sa carrière de ping-pong, il dit bientôt je serai sur la boîte de céréales, mon visage sera sur la boîte de céréales, ma mère elle habitera sur la Fifth Avenue, en mode l'avenue la plus chère à New York. Genre il y a vraiment un truc de j'ai cette voie là où j'ai une possibilité de m'élever et d'avoir un statut, de la reconnaissance. Et ça aurait pu être du cricket, ça aurait pu être les échecs. Peu importe, en fait. C'est juste, il faut qu'il s'élève, qu'il aille au-dessus. Et pour lui, il y a aussi un truc de destinée, de grande destinée, de grande chevauchée. Et avec cette volonté aussi un peu d'humilier les plus riches. C'est pour ça qu'avec Rockwell, il y a cette relation-là aussi où il cherche toujours à avoir le dessus sur lui et l'humilier, quoi. Donc on passe sur une partie alerte spoiler. Donc si vous ne voulez pas être spoilé par le film, vous pouvez raccrocher cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez déjà vu le film ou vous en fichez d'être spoilé, vous pouvez rester. On rentre dans cette partie spoiler. À toi, Snéha. Du coup, ma question, elle était d'abord pour rebondir à ce que disait Gas, mais je pense que tout le monde peut répondre. C'est que, est-ce que du coup, tu trouves pas ça hyper touchant qu'à la fin, le dernier match, qui est un enjeu complètement minime d'un truc commercial et tout, ce soit un truc où gagner, ce soit son enjeu à lui, et que finalement, ça soit hyper, presque pathétique, et que ce soit un peu touchant qu'il en soit là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas grandiloquent comme fin, mais j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est touchant le fait que ce soit ça son ambition finale, en fait, juste de gagner dans un événement de merde. Ce mec-là, juste. Et c'est même pas gagné en plus. Oui, genre faire un set, en fait, gagner un set. Et moi, c'est ça que j'adore aussi, c'est que en fait, il gagne un set 22-20. Et donc, du coup, pour moi, c'est juste un truc de
pendant un instant, il fait gripper un peu la fatalité, c'est-à-dire que le mec, il a les nouvelles raquettes, c'est la nouvelle génération de joueurs, c'est l'ère moderne du ping-pong, et il arrive à lui gratter un set, mais en plus, on sait que maintenant, sur un match entier, il serait fait rouler dessus. Enfin, ou en tout cas, il aurait perdu, et ça, j'aime bien de se dire, bon, bah, l'espace d'un set, il a réussi à inverser un peu le cours de l'histoire, et puis après, bon, l'histoire reprend son cours, il ne fera jamais les championnats du monde, il ne sera jamais champion du monde de ping-pong, et il rentre aux États-Unis comme un anonyme, quoi. Non, mais c'est-à-dire, tu l'as pas vécu comme un truc, justement, la cascade d'émotions d'arriver à ce truc-là? Bah non, parce que je trouve que ça monte pas crescendo. Moi, je veux un truc qui monte crescendo. Alors que là, on a l'impression qu'il va aller au Japon et qu'il va faire le tournoi et qu'il va être au sommet du monde. Et en fait, il se passe pas ça. Et c'est assez original qu'il se passe pas ça. Enfin, que ça n'arrive pas. Que ça soit un happy ending pour le joueur, tu vois. Enfin, pour le personnage, c'est-à-dire qu'il va pas faire le championnat du monde, il va pas du coup, il va pas y participer, il va pas gagner. Moi, je m'attendais à ça, j'avais envie presque de voir ça. Alors que là, il fait un vieux match tout pourri de promotion et certes, ok, c'est peut-être le meilleur ping-pong de sa vie, mais il y a aucun enfin, l'enjeu, il est pour lui à l'intérieur de sa tête, mais en fait, il y a aucun enjeu. Mais effectivement, c'est pathétique, mais du coup, ça m'a touché, c'est le moment, enfin non, c'est pas le moment qui m'a le plus touché parce que la toute fin, c'est ce qui m'a le plus touché, mais ça m'a pas bousillé, quoi. Mais après, franchement, j'ai tout aimé, hein. Oui, non, je comprends. C'est juste, ça m'a pas bousillé. Je trouvais que c'était une émotion dans laquelle je pouvais grave, une émotion que je pouvais comprendre dans ce truc de parfois avoir des enjeux personnel où en fait tu sens qu'il n'y a aucun enjeu pour personne d'autre, mais pour toi en fait bah, c'est un enjeu hyper important et du coup ça m'a touché. Non, mais moi je trouve que c'est assez brillant et le fait de le rendre pathétique parce que c'est un gros poisson enfin non, c'est un gros poisson dans une petite mare, quoi. Enfin non, c'est le contraire, mais lui c'est un petit poisson dans la mare qui est en train d'être de plus en plus grande, quoi. Et du coup, effectivement, moi, je trouve ça assez fin et c'est pas du tout attendu. Et j'ai bien aimé que ça soit pas attendu, mais du coup, ça m'a pas procuré des émotions de dingue. Mais moi, donc, pour aller plus loin dans le spoiler, c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout cru à la scène où il arrive devant le bébé et il est hyper ému. Tout le film, il en a rien à carrer. Et là, d'un coup, comme s'il y avait une sorte d'émotion universelle à regarder son gosse. De maturité innée qui apparaît. Ouais, ça m'a un peu gênée. Après, si je suis ta lecture, Walid, du coup, il peut voir dans son enfant la possibilité d'un accomplissement que lui-même n'a pas. Bah, moi, c'est ça que je vois aussi. En fait, c'est juste que moi, il y a plein de gens qui ont dit pareil que toi sur cette scène. Hein. Enfin, elle a l'air de faire quand même pas mal parler. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt ce côté en mode j'ai à tout prix essayé de refuser de me caser, d'avoir une carrière professionnelle, de pouvoir avoir des ambitions qui soient personnelles. Et finalement, je me retrouve comme tout le monde à être papa et à me ranger dans une vie complètement banale. Il y a une espèce de tristesse, un peu de j'ai une joie d'être papa. De voir ce bébé et en même temps une espèce de tristesse, quoi, de se dire bah voilà en fait tout ça, enfin voilà, j'en suis là comme tout le monde, quoi. Je sais pas, je pense qu'elle a tellement fait parler que à mon avis elle doit quand même pas être très bien insérée ou pas très bien introduite parce que y a plein de gens à qui ça a paru y a un côté un peu sexiste aussi, part, hein. Le gars qui poursuit des ambitions et finalement se range avec la bonne femme. Bon, c'est quand même un peu border. Moi, je suis pas trop fan. Moi, c'est peut-être mon seul défaut du film. J'aurais aimé finir sur le match de ping-pong. Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être pas la fin que j'aurais choisi. Oui, je suis d'accord avec vous. Et bah très bien. Donc, et bah en tout cas voilà. Donc on vous le conseille à fond. Ouais, on vous le conseille à fond. Et moi, le seul petit truc sur lequel je voulais terminer, c'est que c'est un film qu'on n'a pas traité, mais son autre frère a fait The Smashing Machine, qui a moins bien marché, etc. Et je voulais juste dire que moi je trouve que c'est un peu méchant de dire du coup c'est Josh Safdie qui a du talent, parce que pour moi ce qui est intéressant avec The Smashing Machine, c'est que l'autre frère Safdie, il a tenté de changer leur style, c'est-à-dire que le Smashing Machine ne ressemble pas à un film des frères Safdie, là où Marty Supreme c'est beaucoup plus une zone de confort où c'est vraiment un film des frères Safdie, et donc du coup je trouve que les deux ont des trajectoires intéressantes où l'un continue le style et l'autre tente quelque chose de différent, même si pour ce premier film différent c'est un peu moins abouti, mais moi j'ai quand même envie de suivre aussi la carrière de l'autre qui tente des choses vraiment différentes et qui va peut-être réussir à aboutir à des choses hyper intéressantes à un moment, quoi.
Bon, voilà, c'était une conclusion très longue pour vous dire allez voir Marty Supreme. Dream big, comme il dit autour du film. Et on se dit à plus, à la prochaine. À plus. À plus. Salut.